Et salut mes chers camarades, alors aujourd'hui on va commencer notre lecture de Totalité et Infini par Emmanuel Levinas. On a déjà parlé dans la vidéo précédente de la vie de Levinas, du contexte dans lequel il a écrit le bouquin et aussi de sa relation avec Israël. Comme on a vu, malgré l'insistance de Levinas sur la morale et le respect qui est dû à autrui, dans le cas d'Israël et de la Palestine, sa philosophie n'est pas très appliquée. On demande toujours au monde de voir le juif comme cet autre à qui toute la morale, toute la responsabilité morale est due, mais le juif, lui, a l'air d'être exempt de cette responsabilité, bien que Levinas insiste sur le fait que c'est le judaïsme en fait qui a le mieux exprimé cette philosophie morale. Il semblerait en fait que quand c'est aux juifs d'appliquer ce principe moral, du respect de l'altérité d'autrui, finalement ça s'applique seulement à d'autres juifs, ça s'applique pas vraiment aux Palestiniens apparemment. Mais ceci ne signifie pas que la philosophie de Levinas est hypocrite, ça signifie juste que Levinas lui-même ne l'a pas appliquée jusqu'au bout quand c'est Israël qui est pointé du doigt. Et de toute façon, on a vu que Levinas n'était pas très connu en Israël, n'était pas très lu, et peut-être que s'il l'avait été, peut-être que l'histoire aurait pris un autre tournant. Sur ce, en fait, on va commencer maintenant la lecture, et la première chose qu'on va lire, ça va être la préface. Alors, dans cette édition du livre de poche, il y a deux préfaces, la préface originale de 1961, et puis une deuxième préface de 1987, qui est la préface à l'édition allemande, et c'est par celle-là qu'on va commencer. Donc, dans cette préface, Levinas commence à nous parler des influences majeures de Totalité et Infini. On a déjà évoqué quelques-unes des influences quand on a fait sa biographie, mais on ne les a pas tous évoqués. Et surtout, à part Heidegger, on n'a pas vraiment expliqué c'est quoi les philosophies des autres influenceurs de Levinas. Donc, dans le début de cette préface, on a déjà quelques noms explicites de contemporains de Levinas qui ont joué un rôle majeur dans la formation de sa pensée. Il dit: ce livre qui se veut et se sent d'inspiration phénoménologique procède d'une longue fréquentation des textes husserliens et d'une incessante attention à Zeit und Zeit. Ni Buber ni Gabriel Marcel ne sont ignorés dans ce texte où Franz Rosenzweig est évoqué dès la préface. Le livre revendique aussi, dans la pensée contemporaine, une fidélité à l'œuvre rénovatrice de Henri Bergson, qui notamment rendit possible bien des positions essentielles des maîtres de la phénoménologie. Il a libéré dans la notion de la durée, le temps de son obédience à l'astronomie, la pensée de son attachement au spatial et au solide, à ses prolongements technologiques et même à son exclusivisme théorique. Alors, comme on a dit, ce texte est un texte phénoménologique, c'est-à-dire que Levinas s'intéresse à l'expérience, c'est-à-dire au phénomène. On va parler de phénoménologie. La phénoménologie, c'est une philosophie qui veut littéralement dire l'étude du phénomène. En philo, en fait, le phénomène, c'est comment les choses apparaissent. C'est l'opposé du noumen, qui est comment les choses sont en réalité. Quand je vois ce livre, par exemple, je ne vois pas le livre, mais comment le livre apparaît. Je vois l'apparence du livre, et son apparence va dépendre de mes sens. Là, par exemple, tu vois, je vois du rouge, mais est-ce que ce rouge est bien dans la réalité de l'objet? Si je montre ce même livre à un taureau, les taureaux ne voient pas le rouge, leurs yeux sont incapables de voir le rouge, contrairement à ce qu'on croit, donc le taureau va voir ce livre différemment. Et donc du coup le livre ne se manifeste pas de la même façon pour moi que pour le taureau. Et donc du coup la phénoménologie, c'est un peu ça, c'est l'étude de ces expériences, comment l'être en fait expérimente le monde. Le même objet pourrait, le même objet produirait en fait des phénomènes différents pour moi et pour toi. Et la phénoménologie, c'est ça, c'est comprendre comment l'être expérimente la manifestation du monde, tout simplement, c'est examiner la perception. Et ça va être ça, en fait, le projet de Husserl, le père de la phénoménologie. Les choses se manifestent d'une certaine manière selon le sujet pour qui elles se manifestent. Et donc, déjà, dans Husserl, les choses ne se manifestent pas pour elles-mêmes, en fait. Elles se manifestent toujours pour un sujet. Le caillou ne se manifeste pas pour le caillou, mais pour un sujet qui observe ou qui aperçoit le caillou. Et donc ça signifie que les choses n'existent pas en elles-mêmes, elles n'existent pas en nous-mêmes, mais toujours en fait pour un soi, elles existent toujours en phénomène. Ceci n'est pas cependant la porte ouverte au relativisme et au scepticisme, il n'est pas en train de dire qu'il n'existe pas de vérité objective, parce qu'en fait pour Husserl, ce qui conduit au relativisme et au scepticisme, c'est quand la science ne se penche pas sur la question du phénomène précisément. Si la science en fait peut expliquer le phénomène, mais aussi en fait l'être de ces phénomènes-là. Donc si on prend une science genre la neurologie,
Alors là, en fait, un neuroscientifique peut expliquer aussi les lois physiques qui agissent sur son propre cerveau et qui a produit la perception de ces lois physiques. Sauf que ça va entraîner une circularité. Genre, qu'est-ce qui prouve les lois physiques? C'est la perception de mon cerveau. Et qu'est-ce qui prouve la perception de les perceptions de ton cerveau? C'est les lois physiques. Et donc, du coup, on va avoir une circularité, et selon Husserl, c'est cette circularité-là qui conduit au relativisme et au scepticisme. Donc, Husserl, en fait, il veut sauver les sciences de ce naturalisme, on va dire. Il dit que si nous voyons les choses comme la science nous dit de les voir, c'est-à-dire une succession de causes et d'effets, ça va être une représentation. Mais si c'est une représentation, ça doit avoir une origine qui ne peut pas être expliquée par la science, sinon ça serait aussi une autre représentation. Donc tu vas te retrouver dans tu vas expliquer des représentations par d'autres représentations. Donc il faut en fait une origine qui permettrait en fait à la science de débuter. Il faut qu'il y ait une représentation primaire, un premier contact avec les choses, un contact vierge si vous voulez, où il n'y a rien qui s'interpose entre nous et ce premier contact, cette première représentation. Donc il faut en fait un phénomène fondamental, un phénomène premier, qui soit différent en fait des autres, un phénomène qui ne s'explique pas. Et donc du coup, on est alors dans un état de suspension de jugement que Husserl va appeler l'époquée, ou bien l'intuition parfois. L'intuition, c'est notre en fait premier rapport avec le monde, la première manière d'approcher le monde, le premier phénomène. Et donc du coup, pour Husserl, il n'y a rien au-delà de ce premier phénomène. On ne peut pas l'expliquer, comme j'ai dit, on ne peut que le décrire. Et les sciences, en fait, elles, leur problème, c'est qu'elles expliquent, en fait. Elles ne sont pas vraiment en train de décrire, alors que la phénoménologie, c'est la description de ce premier phénomène. En fait, pour Husserl, la science ne peut se baser que sur une phénoménologie. Et donc, cette intuition est pour Husserl un peu le principe des principes. Mais là, Lévinas ne va pas être d'accord sur ce point, il est pour ce premier contact, mais pour lui, s'il est basé sur l'intuition du sujet, alors ce premier principe, selon Lévinas, serait totalisant. Et la totalité, en fait, c'est caca chez Lévinas, parce que dans ce premier contact, ce qu'il manifeste, c'est en fait l'infini. C'est l'altérité absolue qui est l'autre, en fait. Or, s'il y a intuition, l'infini, il est plié là. C'est-à-dire en fait que l'intuition, elle va partir du sujet, alors que Lévinas, il veut que tout parte de l'autre. Après va venir Heidegger, qui lui aussi, en fait, il rejette l'intuition de Husserl, mais Heidegger, en fait, va remplacer cette intuition par l'utilité. Mon premier contact avec le monde, c'est un rapport avec l'utile, et c'est comme ça qu'on s'engage avec le monde. Donc l'être qui est là dans ce monde, ce que Heidegger appelle le Dasein, littéralement l'être là, il est engagé avec ce monde qui ne se dévoile pas entièrement. Nous ne voyons chacun qu'une partie des choses, et c'est pour ça aussi que nous avons des expériences différentes. Heidegger est pour le coup d'accord avec Husserl sur ce point-là. Donc pour Husserl et Heidegger, on ne peut jamais tout percevoir d'un coup, donc on peut dire qu'il n'y a pas de totalité chez Heidegger. Mais c'est là où Lévinas n'est pas d'accord, parce que le côté caché du monde, ce côté qui ne se dévoile pas, il est mis sur le même plan que l'être. Il n'y a pas en fait de transcendance chez Heidegger, du moins selon Lévinas. Donc même si le monde maintient un côté caché, le fait que lui et le Dasein ont une relation sur le même plan, ça va en faire un système. Moi et le monde, nous sommes dans une relation systémique. Et donc, moi et le monde, vu qu'on est sur le même plan, on va former une totalité. Et ça, Lévinas le rejette. D'accord ? Pour Lévinas, ça c'est une vision païenne du monde. On a déjà évoqué le problème du paganisme pour Lévinas dans la biographie, mais on va y revenir dans la lecture du livre. Et donc, pour Lévinas, le fait que la phénoménologie heideggerienne elle est païenne, ça va avoir des conséquences pour la chose la plus importante pour Lévinas, notre rapport avec autrui. Notre relation avec autrui, en fait, dans la conception heideggerienne, c'est celle d'un instrument. C'est moi qui va déterminer ce que l'autre est selon mes intérêts et mes besoins. Et donc ça, pour Lévinas, ça ne marche pas. La vision païenne de Heidegger conduit à une instrumentalisation d'autrui. En fait, on va réduire autrui
à un objet, en fait, en gros. Et donc, du coup, pour Lévinas, le premier contact doit être le contact avec autrui. Hein, pour éviter cette réduction de l'autre, hein, il faut que le premier contact soit avec autrui. Et c'est ça, en fait, le phénomène premier que Lévinas va explorer dans tout ce livre. Hein, c'est le phénomène de l'autre avec un grand A. C'est-à-dire comment est-ce que l'autre se manifeste dans ma relation avec lui. Et dans une vision païenne du monde, en fait, l'autre n'est pas respecté, hein, finalement. Donc, quand on a une relation avec les objets du monde, ces objets vont se manifester d'une certaine façon. Comme on a expliqué avec l'exemple du livre, hein, un même livre se présentera sous différents phénomènes selon notre mode de perception. Si on a un mode de perception comme chez Husserl et Heidegger, autrui n'apparaît pas vraiment, hein, surtout chez Heidegger, et donc du coup, autrui va dépendre entièrement de moi, ici. Et donc du coup, Lévinas veut comprendre les conditions dans lesquelles autrui se manifeste. Comment est-ce que nous percevons autrui, hein. Pour lui, l'horreur nazie, qu'il a dit a dominé sa pensée, c'était pour Lévinas un rejet total de l'autre. Donc il y avait un problème dans la perception. Pour Lévinas, autrui c'est l'infini, c'est l'altérité, c'est la différence. Donc il faut un certain rapport bien particulier avec autrui pour qu'il se manifeste comme infini, pour qu'on prenne en fait conscience de son altérité, de sa différence, etc. Donc certains modes de perception sont totalisants pour Lévinas, et donc ils empêchent la manifestation de l'altérité d'autrui. Et donc ce que Lévinas fait, c'est examiner les formes de phénoménologie qui sont soit totalisantes, ou qui laissent entrevoir cet infini. Il y a des phénoménologues qui ont ouvert la fenêtre vers l'autre, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout, et d'autres en fait qui la ferment complètement. Et c'est en étudiant leurs textes que Lévinas a fondé sa propre phénoménologie, celle qui ouvre sur l'infini, et on verra dans quelles conditions. Donc parmi ces phénoménologues, on trouve bien sûr Husserl, le père de la phénoménologie, et comme on a dit, le livre est surtout une critique de la phénoménologie heideggerienne. Quand il dit que ce livre procède d'une attention incessante à Sein und Zeit, il parle de Heidegger. Sein und Zeit, c'est Être et Temps, hein, l'œuvre majeure de Heidegger. Donc Heidegger, il est très totalisant pour Lévinas, et on va voir pourquoi en détail. Puis il mentionne Martin Buber, qui était un philosophe juif très influent à l'époque, qui a écrit un ouvrage très court mais important, hein, Le jeu et le tu, jeu et tu plutôt. C'est une exploration de la relation entre moi et autrui, donc Buber était une grande influence sur Lévinas, mais Buber c'est un des philosophes qui a justement ouvert la fenêtre mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Pour Buber, en fait, la relation entre le je et le tu est une relation de réciprocité, alors que chez Lévinas, si le tu est un infini, il ne peut pas y avoir de réciprocité dans la relation. Autrui, en fait, est au-delà de moi, chez Lévinas, on verra pourquoi. Et puis, il y a Gabriel Marcel, un autre philosophe, un existentialiste chrétien, très important dans l'histoire de l'existentialisme et dans la philosophie de l'autre. Pour Marcel, autrui n'est pas absolu comme chez Lévinas. Hein. L'altérité d'autrui pour Lévinas, elle est infinie, ce qui veut dire que l'autre est absolument autre, hein, radicalement autre. Marcel, par contre, pense que l'altérité d'autrui est relative. Elle dépend de mes interactions avec lui, surtout du dialogue en fait. Donc c'est aussi une relation de réciprocité qu'on trouve chez Marcel. Marcel considère que l'autre est mystérieux, et une relation avec lui ne peut s'accomplir qu'avec la foi et l'amour. Marcel était un chrétien, ça Lévinas est d'accord, mais il est d'accord avec ça, mais ce qui le dérange, c'est l'idée que mon rapport avec autrui est intersubjectif, et on verra que ça, c'est toujours totalisant chez Lévinas. Et puis, il y a une autre influence très importante sur Lévinas, c'est Franz Rosenzweig, qui est un philosophe et théologien juif allemand et contemporain de Lévinas. Plus précisément, Lévinas est un fan de son livre culte, L'Étoile de la Rédemption, publié en 1921. Et en fait, Rosenzweig parle de l'étoile de David et lui donne une certaine signification philosophique, notamment métaphysique. Alors sans rentrer dans les détails de ce que l'étoile de David signifie, selon Rosenzweig, en fait, le judaïsme pour lui, c'est d'abord une philosophie métaéthique, c'est-à-dire une philosophie qui veut comprendre ce qu'est l'éthique. Donc en fait, on n'est pas dans une position où on nous a déjà en fait donné ce qu'il faut faire moralement. On est dans une situation où on a juste une liste de choses à faire, et tant qu'on les enfreint pas,
on n'est pas en fait dans une situation où en fait on a une liste de choses à faire et tant qu'on ne les enfreint pas, on est bon. Hein. Il n'y a pas d'institution politique, par exemple l'État ou l'école, qui va nous donner des règles morales à suivre. On doit tous être éthiques indépendamment de la politique et surtout du temps. Chaque individu, en fait, pour Rosenzweig, est un maître de son propre ethos, de sa propre éthique, et donc il doit en être responsable. Donc la révélation pour lui, ce n'est pas un dogme politique qui nous vient d'en haut, mais en fait ça vient, si ça vient d'en haut, mais surtout ça vient de nous aussi. Le fait que l'éthique est une révélation signifie qu'elle n'a pas d'autorité autre que l'humain responsable de son éthique. Et donc ainsi, l'éthique est une révélation parce qu'elle ne s'explique pas par la science ou l'autorité politique d'une institution, mais par l'expérience phénoménologique. Elle se révèle ou elle se... Bon, disons qu'elle se révèle, hein. J'allais dire elle se révèle ou elle se dévoile, mais non, faut pas utiliser le terme dévoilement, parce que ça va être problématique. Mais en tout cas, tu vois, genre les prophètes sont toujours pris au dépourvu quand ils reçoivent, tu vois, genre la révélation. Hein. C'est-à-dire que l'éthique, en fait, elle provient d'ailleurs, d'un lieu qui est hors de l'histoire. Vous avez un prophète, déjà, c'est souvent un mec normal comme un autre, il vit dans une certaine histoire, un certain cadre social, culturel et politique, hein, un certain cadre temporel aussi. On lui dit de faire certaines choses et pas d'autres, et puis un jour, alors qu'il promène son troupeau, il reçoit un appel, il entend une voix, il voit une vision, un truc qui ne figure pas dans son cadre spatio-temporel, quelque chose qui vient d'ailleurs, mais sur ce que Rosenzweig insiste, c'est que cet ailleurs qui nous mène vers la transcendance provient du dialogue dans un face-à-face avec autrui. La révélation, en fait, on n'a pas besoin d'être dans une grotte ou perché sur le sommet d'une colline pour la voir, hein, on peut la trouver, et surtout, il faut la trouver dans notre relation avec autrui. Si autrui n'est pas impliqué là-dedans, ça sert à rien de parler d'éthique, en fait. Et ça, Lévinas va y voir la révélation, justement. Dans le texte de Rosenzweig, il a trouvé sa philosophie, il a trouvé sa philosophie à lui, tu vois, genre à Lévinas, la chose qui manquait à la phénoménologie, en fait. Et donc, du coup, Lévinas, c'est en gros phénoménologie plus la théologie de Rosenzweig. Hein. C'est ça, en fait, Lévinas. L'éthique, pour Lévinas, fonctionne comme une révélation. Et donc, comme elle fonctionne comme une révélation, ça va être la philosophie première, puisqu'il n'y a rien avant. Tu vois, c'est la révélation, en fait, c'est le phénomène premier, tu vois, c'est le premier contact. La révélation n'est révélation que parce qu'il n'y a rien avant, tu vois, tu ne peux pas l'intégrer dans une chaîne de causalité, et Lévinas trouve que le meilleur moyen d'aborder cette philosophie de la révélation, c'est à travers la phénoménologie. Et c'est là où on arrive à la prochaine figure très importante dans le parcours de Lévinas, qui est Henri Bergson, qui a été le philosophe qui a permis la phénoménologie, c'est-à-dire que sans Bergson, Husserl n'aurait rien produit, quoi. C'est un peu fort comme assertion, mais bon, hein, c'est Lévinas qui le dit. Concernant Bergson, il dit qu'il a libéré deux choses, le temps et la pensée. Et on va voir que l'interprétation de Bergson pour le temps et la pensée, en fait, était capitale pour la phénoménologie. Si on comprenait le temps et la pensée dans leur sens pré-bergsonien, on va dire, on aurait du mal à concevoir la phénoménologie. Et donc, on aurait du mal aussi à concevoir notre rapport avec autrui. Donc, ce qu'il fallait faire déjà, c'est libérer le temps de son obédience à l'astronomie, ou plus exactement à l'astrophysique. Bergson était contre Einstein, par exemple, concernant le temps, parce qu'Einstein, qui était un astrophysicien, il cherchait à comprendre le temps dans un contexte astronomique. Hein. C'était une relation avec l'univers qu'Einstein... C'était en relation avec l'univers que Einstein travaillait sur le temps. Le souci, c'est que ça rendrait le temps une notion simplement théorique, voire même spatiale. Le temps, on peut le découper en passé, présent, futur, ou avec la relativité, on va dire qu'à un endroit, il coule plus vite qu'à un autre. Mais Bergson, il dit que ce n'est pas comme ça que nous expérimentons le temps, c'est-à-dire, en fait, théoriquement, ok, Einstein a raison sur le temps, mais la théorie d'Einstein, en fait, elle ne prend pas en considération comment nous, on expérimente le temps. On n'expérimente pas comme des équations et des théories, on ne le conçoit pas comme on conçoit l'espace, on peut le découper, on peut le réorganiser, etc., mais on l'expérimente comme durée. Pour Bergson, il faut comprendre le temps comme une unité
une durée qu'on ne peut pas découper et qui résisterait donc à toute science mathématique. L'astronomie n'utilise pas le temps comme durée quand elle se penche sur la notion du temps, et ça pour Bergson, ben, ça a des implications contre-phénoménologiques qui nous empêchent de comprendre notre expérience du temps. Donc, dans la notion de durée, Bergson aurait libéré en fait le temps de son obédience à l'astronomie. Et il a fait de même avec la pensée, il a libéré de son attachement au spatial et au solide, c'est-à-dire que jusqu'ici, on comprend la pensée en se référant à son objet. Le spatial et le solide, c'est en fait les objets auxquels je pense ou que je me représente dans ma pensée. Donc je ne peux comprendre ma pensée qu'à travers des objets solides qui existent dans l'espace. Mais pour Bergson, on peut appréhender la pensée autrement. Pour que la pensée soit appréhendée à la manière classique, il faut que la pensée soit fixe, ou qu'elle puisse se figer sur des objets. Mais la pensée est tout le temps en mouvement en fait, elle change tout le temps, et donc elle ne peut pas être comprise à travers son contenu, puisque son contenu change en même temps qu'elle. Si la pensée change tout le temps, alors son contenu aussi va changer, donc il faut la saisir autrement. On peut le faire phénoménologiquement. Aussi, donc du coup, il a libéré de ses prolongements technique, donc il fait référence à la technologie ici. La technologie, c'est vu comme le prolongement de la pensée, or la pensée ne se limite pas aux accomplissements technologiques qu'elle aurait produits. Ça aussi, en fait, ça empêche le sujet de saisir la pensée comme expérience phénoménologique, puisqu'on ne peut pas la saisir aussi qu'à travers ses effets sur le monde, on ne peut la saisir qu'à travers ses effets sur le monde extérieur. Donc, comprendre la pensée à travers la technologie, on est toujours dans le spatial, dans l'extérieur, on est donc aliéné de notre propre pensée. Et c'est comme si on te dit qu'il faut comprendre ton corps, mais qu'avec les choses que ton corps produit, ou les objets que ton corps touche, ou tu sens avec ton corps, quoi. Or, tu comprends également ton corps par le fait d'expérimenter directement ton corps sans avoir à recourir à l'extérieur, quoi. Et donc, du coup, pareil avec... pareil avec la dernière chose mentionnée concernant la libération de la pensée, son exclusivité théorique. Ici, Bergson se plaint que la pensée, on nous dit, ne peut être saisie que théoriquement. Alors que pour lui, la pensée, elle se sent aussi, comme le corps, quoi. Je comprends mon corps à travers une certaine sensualité directe avec lui, je sens mon corps et ça me permet d'avoir une connaissance spéciale que je ne peux pas avoir à travers des cours d'anatomie ou dans les cours d'SVT par exemple. Donc Bergson nous dit en gros qu'il faut avoir une approche phénoménologique vers le temps, mais aussi la pensée. Et ça va être capital pour l'œuvre de Lévinas. Comprendre le temps et la pensée de cette manière va permettre à Lévinas de comprendre autrui comme l'infini. Donc voilà pour les influences citées dans cette préface, on récapitule. Donc d'abord on a Bergson qui, en libérant le temps et la pensée de leur approche théorique, nous a permis de les saisir phénoménologiquement. Là, il y a Husserl qui arrive avec sa phénoménologie, mais on va voir par la suite que la phénoménologie de Husserl reste quand même un poil trop théorique. Mais là, Heidegger arrive et il démonte la théorie en voulant retourner directement à l'être. Le problème, c'est que son être à Heidegger est totalisant et ne prend pas en considération autrui, ce qui fait qu'on reste dans une approche phénoménologique païenne et sans transcendance. Donc Buber et Marcel arrivent, ils interviennent donc pour donner à autrui sa place, mais ils font de la relation entre le moi et l'autre une relation de réciprocité. Donc on n'est pas encore dans une transcendance radicale, où l'autre est absolument autre. Mais voilà qu'arrive Rosenzweig avec sa théologie, et Lévinas, c'est ça ce que je veux, mais pas en théologie, mais en phénoménologie, d'accord? Donc en gros, il réécrit l'œuvre de Rosenzweig, genre il en fait une adaptation phénoménologique plutôt que théologique. Donc voilà pour les influences. Mais il y a quand même quelque chose à signaler, et c'est le langage de totalité et infini. Comme j'ai dit la dernière fois, les phénoménologues ont une réputation que leurs écrits, en fait, leurs écrits sont difficiles à lire, et c'est le cas de totalité et infini. Le langage est assez opaque, et les phrases qui font genre 10 lignes, sont courantes. Et en plus, même si vous avez une expérience avec les arguments classiques de philosophie,
le livre peut être quand même difficile, parce que le langage est aussi un poil théorique en fait, très métaphorique et tout, donc Lévinas n'est pas vraiment en train de présenter un argument pour un système de morale, hein, comme vous trouverez par exemple chez Kant, ou dans What We Owe to Each Other de Scanlon, hein. Si vous êtes anglophone, je vous conseille la série consacrée à cet ouvrage. Lévinas, en fait, décrit juste l'expérience avec autrui. Donc vous n'allez pas trouver un argument, mais plutôt en fait un océan de style littéraire et poétique. Mais ça se calme un peu hein, dans les deux autres ouvrages qui reprennent la thèse de ce bouquin, à savoir Autrement qu'être, publié en 1974, et De Dieu qui vient à l'idée en 1982. Il dit toujours dans la préface que ces deux ouvrages continuent sa réflexion dans Totalité et Infini. Il précise qu'il a ajouté des variations dans ces deux livres, qu'il a précisé quelques intentions, mais que dans une préface, en fait, il n'y a pas de place pour... il n'y a pas la place pour nous les expliquer. Par contre, un truc très important, c'est que Autrement qu'être n'adopte pas le même langage que Totalité et Infini. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'Autrement qu'être est plus facile à lire, mais il faut commencer par Totalité et Infini, hein, même si c'est plus ou moins la même thèse. Le sous-titre d'Autrement qu'être, c'est Au-delà de l'essence. Et c'est plus ou moins un synonyme du sous-titre de Totalité et Infini, hein, et c'est sur l'extériorité. Alors, dire que là, on va parler de ce qui est au-delà de l'essence, c'est déjà un peu plus clair que et c'est sur l'extériorité. Hein. Autrui, en fait, c'est l'extériorité, parce que ce qui est extérieur est ce qui se tient au-delà de l'essence. D'accord, on expliquera tout cela, ne vous inquiétez pas. Donc déjà, le langage va être différent entre ces deux ouvrages, parce que, je cite, « Autrement qu'être ou au-delà de l'essence évite déjà le langage ontologique, ou plus exactement, édétique, auquel Totalité et Infini ne cessent de recourir pour éviter que ces analyses mettent en question le conatus essendi de l'être, ne passent pour reposer sur l'empirisme d'une psychologie. » Alors déjà, on comprend que dans Totalité et Infini, on va avoir droit à un langage ontologique. Donc l'ontologie, c'est l'étude de l'être, hein. Onta en grec, ça signifie l'être. Donc déjà, il y a beaucoup d'allusions à l'être dans Totalité et Infini, mais c'est surtout en relation avec l'essence. D'accord, c'est pour ça qu'il précise que par ontologie, il veut dire édétique. Eido en grec, ça signifie la vision, et c'est de là qu'on a le mot idée. C'est lié en fait à Platon hein, et son monde des idées. Hein. Comme vous savez, pour Platon, on vit un peu comme dans une matrice. Tout ce que nous voyons n'est qu'illusion. Mais par la raison, nous pouvons voir la réalité du monde, c'est-à-dire les idées qui sont les essences de ce que nous voyons. Quand je regarde un verre, par exemple, je ne vois qu'une copie du verre, hein, mais le verre dans sa réalité, il existe en forme idéale, il existe en forme d'idée. L'idée du verre signifie en fait la forme parfaite ou idéale du verre que nous essayons tous de copier ou de reproduire, quoi. Donc ici, idétique signifie qu'il est relié à l'essence des choses, or Totalité et Infini tentent d'aller au-delà de l'essence, ce qu'Autrement qu'être fait hein, d'ailleurs. Donc le but de l'ontologie, c'est de révéler les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire en tant qu'idée sans passer par le médium de la perception. En gros, on veut percevoir directement l'essence des choses plutôt que leurs apparences. D'accord ? Genre atteindre l'essence, c'est atteindre l'essence, c'est mettre à nu les choses. Hein. Le verre que j'ai ici, il n'est pas nu. Hein. Il est couvert par son poids, sa couleur, enfin, transparent, mais voilà, par sa texture, etc., par une forme. Donc, par de la matière, quoi. C'est comme... c'est comme, tu vois, genre, en fait, tout ça, c'est comme les vêtements du verre, tu vois. Ce que tu vois, enfin, la matière, la forme et tout ça, en fait, tout ça, c'est les vêtements du verre. Et ce qui compte, c'est en fait le déshabiller, de voir le verre sans ses vêtements, de le voir en tant qu'idée, tu vois, genre, c'est ça sa nudité. Et donc, la phénoménologie, elle veut ça aussi, mais avec une méthode différente. C'est-à-dire que Lévinas... que la phénoménologie veut atteindre les essences, mais en prenant une autre direction que dans la philosophie classique, c'est-à-dire en fait mettre tout sur la raison. Lévinas, par contre, il veut aller encore au-delà de ça. Hein. Il va dire que non, ce n'est même pas dans l'essence qu'on approche les choses dans leur nudité ou dans leur altérité, mais il faut aller encore
plus loin. L'essence pour Lévinas n'est pas encore la nudité. Donc, il évite le langage édétique, mais totalité et infini, il y a encore recours, mais il y a recours pour bien sûr critiquer ce langage, vu que Lévinas insiste sur la priorité de la métaphysique sur l'ontologie. Ce qui permet en fait de voir la nudité ne serait pas l'ontologie, ne serait pas le fait de dévoiler les êtres, c'est pas en fait juste, voilà, l'ontologie, en gros, c'est je prends les vêtements de ce verre-là et je le déshabille, comme ça je vais trouver l'idée du verre, son essence, qui va être en fait sa réalité. Donc ça c'est l'ontologie, ça va être l'étude de l'être. Et Lévinas, il va dire, il va distinguer l'ontologie de la métaphysique, et il va dire que non, en fait, avant, il faut qu'il y ait de la métaphysique. En fait, l'essence, ça nous arrête seulement qu'à l'ontologie, et il y a en fait quelque chose d'encore plus antérieur, quelque chose qui est vraiment pour le coup primaire. Hein. Le truc primaire, c'est pas les essences, mais ça va être ce que Lévinas appelle la métaphysique, qui vient avant toute ontologie. Donc la philosophie première pour Lévinas, ce n'est pas de l'ontologie, c'est pas la description des essences, mais c'est ce qu'il y a au-delà de l'essence. Et c'est ça ce qu'il appelle l'extériorité, d'accord? L'extériorité, c'est ce qu'il y a au-delà de l'essence. Et il appelle ça aussi la métaphysique. Hein. Et on verra que métaphysique, pour Lévinas, est indissociable, elle est indissociable à l'éthique. Donc on ne retrouvera pas ce langage dans Autrement qu'être, hein, qui pour le coup est plus facile à lire, mais par contre, s'il a eu recours à ce langage-là dans Totalité et Infini, c'est parce que les analyses de Totalité et Infini remettent en cause, comme on a vu, le conatus essendi. Alors on va expliquer c'est quoi, et il semble dire d'ailleurs que... Il semble dire que si je critique le conatus essendi sans recours au langage ontologique, on va croire que mon analyse va reposer sur l'empirisme d'une psychologie. Bon, alors ça veut dire quoi toute cette phrase? Bon, déjà, le conatus essendi, c'est quoi? C'est un concept chez Spinoza. Il s'agit en fait de la force vitale en tout être qui le pousse vers sa propre sauvegarde, hein, c'est un principe de survie, quoi, la volonté de vivre et de survivre. Et donc pour Lévinas, ce principe, il est totalisant, puisqu'il considère que tout dans le monde est un instrument pour la survie. Et quand on voit tout comme un instrument, en fait, ce qu'on voit, en fait, c'est juste le moi, hein, c'est je me projette sur les objets, et c'est comme ça qu'ils deviennent des instruments. Il n'y a que mon intérêt qui est reflété dans l'arbre, que mon intérêt qui est reflété dans la terre, dans la rivière, dans l'animal, etc. Donc Lévinas critique cette idée du conatus, hein, qui nous pousse vers la totalisation, mais il ne veut pas que sa critique repose sur un empirisme psychologique, c'est-à-dire qu'il ne va pas essayer de démontrer empiriquement que les gens pensent aussi à autre chose qu'à leur propre survie, quoi. Si on s'appuie sur les sciences psychologiques pour démontrer la thèse de Lévinas, on reste dans la totalité puisqu'on va être enfermé dans la psychologie du sujet. Donc ce qu'il veut, c'est sortir de la psychologie et même de la subjectivité. Hein. Donc on pense qu'il veut être objectif, mais on verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que non, en fait, il cherche pas non plus à être objectif. Hein. Il veut aller au-delà de la subjectivité et de l'objectivité. Donc, adopter un langage ontologique et édétique peut faire office d'objectivité, hein, vu qu'on va parler de choses au-delà de la psychologie du sujet, vu qu'on est dans l'empirisme d'une psychologie, mais, comme on a vu, ce même langage a des problèmes. Et Lévinas cherche à dépasser le subjectif et l'objectif. Pour lui, autrui est encore au-delà de la subjectivité et de l'objectivité. Il est dans un autre plan d'existence, hein, qui est surtout un plan métaphysique et aussi moral. La métaphysique et la morale, en fait, elles vont aller de pair chez Lévinas. Et donc ça, il le dit dans la phrase suivante, le statut de nécessité de ces analyses, hein, les analyses de Lévinas, reste certes à déterminer malgré son analogie avec celui de l'essentiel. Donc là, en fait, il fait une analogie entre le statut de nécessité de ces analyses avec le statut de l'essentiel. L'essentiel veut dire ici ce qui relève de l'essence, hein, c'est-à-dire de l'ontologie. Comme on sait que les essences sont ce qui dépasse toute psychologie, toute subjectivité, lui, il dit que ma relation avec autrui, c'est comme l'essence. Mon rapport avec autrui ne se limite pas à une expérience subjective et personnelle d'autrui, mais elle est au-delà de tout ça, comme les essences, mais il ne faut pas croire que l'analogie veut dire que la nature d'autrui est ontologique. Autrui existe certes à l'extérieur, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aborde à travers l'essence.
Donc on ne peut pas dire que mon analyse a un statut nécessaire non plus. La nécessité, c'est ce qui relève de l'essence également. Une essence est nécessaire par définition. Mais comme nous, on va aller au-delà, ben, est-ce qu'on peut dire que le statut de l'analyse est nécessaire? Tu vois, genre, si on va aller au-delà de l'essence, on va aller au-delà du nécessaire, du coup on ne peut pas dire que le statut de l'analyse totalité et infinie est nécessaire. Et donc du coup sur ça, Lévinas ne va pas vraiment se prononcer, hein, il dit que ça reste à déterminer, mais voilà, la dimension d'autrui, en fait, elle n'est pas ontologique, elle est éthique. Et concernant l'éthique, il précise aussi quelque chose, il dit « Il n'y a d'autre part aucune différence terminologique dans totalité et infini entre miséricorde ou charité, source d'un droit d'autrui passant avant le mien, d'une part, et la justice d'autre part, où le droit d'autrui, mais obtenu après enquête et jugement, s'impose avant celui du tierce. La notion éthique générale de justice est évoquée dans les deux situations indifféremment. » Donc là, il nous dit que miséricorde ou charité, bah, c'est un peu la même chose que la justice. Dans la charité, il dit qu'on y trouve la source d'un droit d'autrui qui passe avant le mien. Donc déjà pour Lévinas, c'est dans la charité que notre rapport avec autrui se forge. Autrui, comme il est absolu et il est au-dessus de moi, hein, ben son droit à lui passe avant le mien. C'est le principe de charité et de miséricorde, hein, c'est faire passer le droit des autres avant le mien. Mais Lévinas insiste sur le fait que la miséricorde et la charité, bah, c'est pas surérogatoire, c'est pas genre un truc, c'est bien si on le fait, mais on ne commet pas d'injustice si on le fait pas. Non, pour lui, en fait, il faut toujours être miséricordieux. Si tu passes ton droit avant celui d'autrui, ben, tu commets une injustice parce que c'est précisément ça la justice, en fait. C'est le droit d'autrui qui s'impose avant celui du tierce ou avant le mien. Mais, bien sûr, ce droit, qui est toujours prioritaire, hein, il est inconditionnel, ne veut pas dire qu'il peut être appliqué n'importe comment. Hein, c'est pas chaque personne qui a mal à cause de toi peut te traîner en justice, par exemple. Tu vois. Son droit s'obtient après une enquête et un jugement. Mais ça concerne plus les procédures juridiques que le principe de la suprématie du droit d'autrui. Et Lévinas insiste sur cette suprématie du droit d'autrui. Donc en fait l'éthique, c'est ça pour Lévinas, c'est toujours faire passer autrui avant soi-même, que ce soit dans le cas de charité ou justice. Hein, voilà. Donc autrui a un droit absolu sur nous, étant lui-même infini, quoi. Mais on verra que ce droit d'autrui, qui nous met dans une situation asymétrique entre autrui et moi, elle n'implique pas une violence ou une domination sur le moi. Le fait qu'autrui a cette ampleur ne veut pas dire que c'est la fête à mon cul, en fait. Le propos de Lévinas, c'est surtout que l'éthique ne vient pas de soi, mais qu'elle vient d'autrui. On pense généralement que la morale, ça commence par nous, ça commence par moi, et après, ben, je dois être gentil avec mon entourage, tout ça, mais ça signifie que la morale va dépendre de moi. On est donc dans la subjectivité, et donc on n'est pas du tout avec autrui, là. Donc, dans le point de départ pour l'éthique, doit être autrui. Donc il faut que l'éthique soit à l'extérieur de soi, mais elle ne doit pas être objective non plus, comme on a dit. Hein. Elle doit reposer sur un monde objectif. Et on va développer ça après. Enfin, dans les prochaines lectures, quoi. Donc le but, c'est bien de comprendre que la morale nous vient d'autrui et pas de nous, hein, de l'absolument autre. Et que cet absolument autre, hein, de cette justice, de cette éthique, ben, on peut faire de l'ontologie. D'accord ? C'est l'autre, en fait, qui donne la condition, qui conditionne ma vision du monde à travers l'éthique qu'il va m'imposer. Et donc ce n'est qu'à partir de lui qu'on peut faire de l'ontologie, qu'on peut faire de la science, qu'on peut faire voilà, tout ce qu'on fait, quoi. Mais on peut se demander, ben, c'est quoi exactement qui nous empêche de voir l'autre comme un absolu transcendant, qui nous appelle à être responsables. Et c'est là où Lévinas nous donne des indications sur l'esprit général de son livre. Première indication, c'est ce que le livre réfute. Il dit « Ce livre conteste que la synthèse du savoir, la totalité de l'être embrassé par le moi transcendant, la présence saisie dans la représentation et le concept, et l'interrogation sur la sémantique de la forme verbale de l'être, station inévitable de la raison, soit les instances ultimes du sensé. » Donc déjà, il s'agit ici de vérité, de déterminer ce qui est sensé, ce qui a du sens.
Normalement, donner du sens au monde signifie le comprendre de manière rationnelle, à travers la raison, voilà, enfin, on trouve le sensé. Donc il dit que dans la vision classique du monde, dans la vision classique du comment en fait trouver le sens, hein, dans la vision classique de l'épistémologie, comment trouver le sens aux choses et aux paroles, on pense que les stations inévitables de la raison sont les instances ultimes du sensé. Si je forme des croyances en suivant une modèle rationnelle, je ne peux pas me gourer. Et ces stations inévitables de la raison sont la synthèse du savoir, c'est-à-dire la dialectique, la totalité de l'être embrassé par le moi transcendantal, c'est-à-dire un sujet au-dessus du monde qui arrive à comprendre le monde dans sa totalité, hein, la raison est censée faire ça, la présence saisie dans la représentation et le concept, il s'agit donc de l'essence, ici il parle de l'ontologie, dans la représentation du verre, ben, il y a la présence de l'idée du verre, de l'essence du verre, hein, pareil pour les concepts, hein, il y a une essence, et lorsqu'on pense par la raison, on est censé dévoiler cette présence de l'essence, quoi. Et enfin, l'interrogation sur la sémantique de la forme verbale de l'être. Quand on s'interroge sur la signification du verbe être, on est censé arriver à une compréhension du sensé, puisque ce qui est sensé, c'est ce qui est. C'est ce qui c'est ce qui existe, quoi, c'est ce qui a une présence. Donc, toutes les méthodes d'analyse sont des méthodes de la raison pour trouver le sensé, pour arriver au sensé. Mais c'est bien ça que Lévinas conteste. Ces stations de la raison, hein, ces méthodes, ne sont pas les instances ultimes du sensé. Pour lui, l'instance ultime du sensé, c'est autrui, en fait. C'est ton rapport avec l'autre. C'est ça qui va te permettre de comprendre tout ça. Sans le rapport avec l'autre, ton moi, ta raison, ils vont rien piger au monde, en fait. Donc, pour comprendre le monde, il faut commencer par un rapport avec autrui, comprendre la nature de la relation avec autrui, et après aller chercher à comprendre le monde. Hein. Voilà, c'est une fois que qu'on a établi la relation avec autrui, c'est là où on va aller faire de l'ontologie. Le problème pour Lévinas, c'est que traditionnellement, les philosophes ont fait l'inverse. Ils commencent par l'ontologie, ils commencent par les stations de la raison, et ils espèrent qu'en cours de route, leur raison va déboucher sur l'éthique et sur la morale. Quand on voit que les gens se foutent tout le temps sur la gueule, on se dit que si tout le monde pouvait se mettre d'accord sur c'est quoi un cheval ou c'est quoi un chat, on arrêterait de se taper dessus. Voilà, que ce soit on tape les autres ou on se tape soi-même, quoi. Si on arrive en fait à dévoiler la nature des choses, tout le monde serait enfin d'accord sur la nature du monde et on aura la paix, quoi. On arrêterait de se foutre sur la gueule. Sauf que Lévinas est très sceptique face à ce sujet. Les stations de la raison, en fait, vont-elles vraiment amener la paix? Vont-elles vraiment mettre tout le monde d'accord et amener la raison à sa forme la plus avancée et achevée, hein? Là, en l'occurrence, il pense à Hegel. Lévinas en doute fortement, comme il dit dans une des phrases de 10 lignes. À cette paix ne suffit peut-être pas de dévoiler toutes choses et de les affirmer et confirmer à leur place en soi et pour soi dans le vrai où elles apparaissent en original, chez elles comme garantie et où dans leur extériorité même déjà elles se montrent, mais par là viennent sous la main et se prennent et se comprennent et se disputent entre les hommes et se possèdent et s'échangent et peuvent être utiles aux uns et aux autres. Donc voilà, une belle phrase de phénoménologue. Donc il dit que pour qu'il y ait paix, il ne suffit pas que tout le monde soit d'accord sur la nature des choses. Il ne suffit pas de dévoiler toutes choses, de dire la vérité sur toutes les choses. Il ne s'agit pas en fait de tenir un discours qui explique à la fois les choses en elles-mêmes, les choses en soi, et comment elles apparaissent, les choses pour soi. Affirmer et confirmer des vérités sur les choses peut nous sembler pratique, ça permet de figer les choses, de reconnaître la vérité sur les chats, ça nous rassure, ça retire un peu la peur de l'inconnu, on place les choses dans le vrai et on a cette impression que les choses sont garanties, qu'elles sont là et qu'elles sont là où elles sont censées être, tu vois. Et donc du coup on a l'impression qu'elles sont chez elles et on peut les voir dans leur apparition originelle. Si on sort de la matrice, si on sort de l'illusion, on verra un monde où tout est en place, où il n'y a plus d'illusions, plus d'erreurs, etc. Donc, il n'y aurait plus de résistance entre les hommes, mais aussi entre les hommes et les choses. Les choses ne nous résisteraient plus, ne se cacheraient plus sous des illusions ou des apparences trompeuses, quoi.
Les choses seraient donc dociles et apparaîtront dans leur forme voilà, dans les formes les plus dociles, quoi. Elles viendraient presque par elles-mêmes aux mains des hommes. Et les hommes, en fait, les utiliseront, les échangeront et les disputeront, mais, tu vois, genre sans erreur, quoi. En gros, les choses viendraient à nous et viendraient aussi entre elles, hein, sous le joug de l'utilité. Les choses dans leur forme originelle seront utiles les unes aux autres, et voilà. Mais comme Lévinas le souligne juste après, cette vision des choses, premièrement, on n'explique pas pourquoi on verrait les choses comme ça, pourquoi est-ce qu'on croirait que la raison est suffisante à cette paix. Il y a bien une condition en fait pour cette perception-là, et de deux, cette vision s'applique surtout aux choses, mais pas aux hommes. À moins que tu vas réduire en fait les hommes à des choses matérielles aussi, mais si tu fais ça, tu ne résous pas le problème de la paix, puisque la particularité des hommes, c'est qu'ils résistent à toute forme de totalisation. Les hommes disent toujours non, justement. Tu peux peut-être dévoiler tout ce que tu veux dévoiler sur un caillou, mais c'est aussi parce que le caillou ne peut pas te répondre, il ne peut pas te dire non. Un caillou ne peut pas résister à l'utilisation que tu veux en faire, contrairement aux hommes. Donc, il faut se demander comment les hommes apparaissent les uns aux autres. Donc, pour Lévinas, cette question de paix et de raison, il faut en fait remonter plus loin pour y répondre. On ne peut pas en fait rester dans le niveau ontologique pour y répondre, tu vois. Donc pour Lévinas, il doit y avoir une étape avant, une étape primordiale, et dans cette étape-là, il y a en fait le premier contact et qui commence avec l'autre. La vraie nudité commence avec la nudité de l'autre en fait, et c'est une nudité très différente de l'en-soi et du pour-soi. C'est une nudité qui vient avant la nudité de l'en-soi ou le pour-soi et tout ça, avant le noumen et le phénomène. En gros, on croit qu'il suffit de dévoiler l'en-soi sous les apparences du pour-soi. Si on atteint cet objectif, on aura mis le monde à nu, on serait en présence de la nudité du monde, et là on aura la paix. Mais Lévinas dit que non, il y a une nudité avant celle-là et qui conditionne l'en-soi. Et cette nudité pour Lévinas, c'est la nudité humaine. Okay, et la nudité humaine, c'est l'autre. Mais cet autre, qui est tout nu, cette nudité humaine, c'est une fragilité. Quand on est nu à ce point-là, on est fragile, hein, on est sans défense. D'ailleurs, on a toujours peur d'être nu. On voit dans l'ontologie que la nudité des choses, on fait juste des instruments en fait. Et la dernière chose qu'on veut, c'est être des instruments, parce que quand on est des instruments, on est soumis à une violence. Donc la première expérience que j'ai avec le monde, c'est être en contact avec la fragilité de l'autre, avec sa vulnérabilité et la fragilité humaine. Et c'est précisément de cette fragilité que l'autre est au-dessus de moi, qu'il ait autorité sur moi et qu'il m'impose une éthique. Donc, citation bien chiante encore, hein, genre les longues phrases. Par-delà l'en-soi et le pour-soi du dévoilé, voilà la nudité humaine, plus extérieure que le dehors du monde des paysages, des choses et des institutions, la nudité qui crie son étrangeté au monde, sa solitude, la mort dissimulée dans son être, elle crie dans l'apparaître la honte de sa misère cachée, elle crie la mort dans l'âme. La nudité humaine m'interpelle, elle interpelle le moi que je suis, elle m'interpelle de sa faiblesse, sans protection et sans défense de nudité. Mais elle m'interpelle aussi d'étranges autorités, impératives et désarmées, parole de Dieu et verbe dans le visage humain. Donc là, on arrive à cette notion du visage humain qui est très importante chez Lévinas. Le visage humain, c'est ce qui atteste de ce premier contact. C'est dans le visage qu'on voit l'autre dans sa nudité. Et ce visage, c'est le langage. C'est un langage, c'est une parole très particulière, hein, puisque c'est la parole de Dieu chez Lévinas. C'est la révélation. Quand je vois le visage de l'autre, ce que je reçois, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu. En fait, le premier contact chez Lévinas, c'est le contact avec Dieu. Hein. C'est avec ça qu'on commence. Et Dieu, c'est connu, il se manifeste avec le verbe, avec le langage. Donc, premier contact avec l'être, c'est un contact avec un langage originel. Citation, visage, déjà langage avant les mots, langage originel du visage humain, dépouillé de la contenance qu'il se donne ou qu'il supporte sous les noms propres, les titres et les genres du monde. Donc on a affaire à un langage avant les mots. Et c'est ça le langage, le visage humain, pardon.
genre tu vois ma gueule, tu vas pas la taper parce que ce que tu tapes, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est un langage qui est au-delà des particularités des noms propres ou des titres qu'on se donne, ou même des genres, des catégories, etc. Alors, genre ici, hein, c'est pas le genre comme genre comment je m'identifie, hein, mais plutôt les catégories. Hein. Quand on classifie les choses à travers le langage, on a ici un langage originel qui est nu, qui est dépouillé de sa contenance, hein, une espèce de signe sans signifier, et on verra que tout ça veut, ce que tout ça veut dire plus loin, mais voilà l'idée de base. On a un langage qui est au-delà des mots, et parce que c'est un langage qui est au-delà des mots, ça correspond à une demande, en fait. Ça veut dire que tu ne peux pas compter sur une autorité pour te dire ce que veut dire ce langage, quoi. Tu ne peux pas en fait compter sur une autorité pour te guider et t'épargner le risque de l'erreur. Un langage qui est au-delà des mots, c'est un langage qui va appeler à la responsabilité, c'est un appel à la responsabilité. Quand on te parle, tu dois répondre, mais là c'est une réponse, tu dois répondre en fait sans comprendre ce qu'on t'a dit. Et c'est de l'existentialisme, hein, où tu dois faire des choix avec rien pour te guider. Donc là, il faut répondre sans comprendre en fait. Et donc en fait, le langage, c'est comme si en fait tu as un bébé qui pleure, un bébé fragile, il ne peut que mendier, hein, et ses parents doivent répondre à ses pleurs, bien qu'ils ne pigent rien de ce que le bébé veut communiquer. Hein. Genre ils essayent, hein, et c'est toujours avec un peut-être, hein, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a mal, peut-être qu'il s'est chié dessus, etc. Donc c'est à la fois un langage de mendiant, de misère, mais c'est aussi un appel catégorique au sacrifice et à la responsabilité. Citation, langage originel, déjà demande, déjà comme tel précisément misère pour l'en soit de l'être, déjà mendicité, mais déjà aussi impératif, qui du mortel, qui du prochain me fait répondre malgré ma propre mort, message de la difficile sainteté du sacrifice. Origine de la valeur et du bien, idée de l'ordre humain dans l'ordre donné à l'humain, langage de l'inaudible, langage de l'inouï, langage du non-dit, écriture. Et donc du coup, c'est là où se trouve l'origine de la morale. Dieu te donne en fait un discours et tu n'y comprends rien, mais il va falloir y répondre. Tu vois, la morale, c'est ça, ne rien comprendre au discours de l'autre et pourtant y répondre. Donc en fait, en gros, quand Dieu appelle, on décroche, quoi. En gros, c'est ça. Ce que Dieu va dire, même si tu ne le comprends pas, c'est l'idée qui conditionne le reste dans ta vie. C'est ce langage qui va te permettre de donner du sens au reste. Hein. L'idée de l'ordre dans lequel tu vis vient de ce langage indéchiffrable et qui est, selon Lévinas, l'origine de la valeur et du bien, qui est l'écriture. Hein. L'écriture, c'est la Bible. C'est ça, en fait, le message du judaïsme, selon Lévinas. C'est un langage de celui... c'est un langage de celui qu'on n'entend pas, de cet absolument autre, un langage qui vient de l'absolument autre, et il doit être inaudible. Sinon, il ne peut pas y avoir de morale ou d'éthique. Si le langage de l'autre est audible, hein, donc l'autre, en fait, cet autre n'est plus absolu dans son altérité. Ainsi, il faut un langage de l'inouï et du non-dit. Tu vois, quelque chose qui transcende, en fait, tous les paradigmes, que nous avons. Donc il faut un langage écrit déjà, et ça c'est la Bible. L'écriture par elle-même a déjà quelque chose de particulier que la parole. Déjà on dit que les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Donc dans l'écriture on a cette impression de durée, de permanence essentielle à l'absolu. Même si on va voir qu'après Lévinas, en fait, il va critiquer la parole, il va privilégier la parole plutôt que... Pardon, il va privilégier la parole plutôt que l'écriture. Il va critiquer l'écriture. Mais si on comprend écriture comme étant la Bible, hein, et pas seulement l'écriture normale, ça devient en fait un langage qui est inaudible. Donc si l'autre est ce qui conditionne ma compréhension du monde, donc l'autre doit être séparé de moi, mais aussi de mon cadre spatio-temporel. L'autre serait comme immortel finalement. Donc c'est bien dans les recueils, dans les écrits, qu'on est le plus susceptible de retrouver le contact avec autrui, et bien sûr, autrui doit être absolument autre, absolument mystérieux, inaudible, parce que, précisément, il m'invite à me remettre en cause. Quand les parents essayent de faire... quand les parents essayent des trucs différents avec leur bébé, c'est qu'ils voient que ce qu'ils font ne marche pas. À chaque pleur, à chaque cri du môme, hein, il y a un langage inaudible et qui oblige les parents à se remettre en question, à essayer d'autres choses, etc.
Donc ce langage, bien qu'il nous touche dans notre individualité, ce langage, en fait, il nous touche dans notre individualité, il nous touche personnellement et révèle que on n'a pas la moindre idée de ce qu'on fait. Et donc l'idée du bien et de la valeur n'a de sens que quand je sais que je peux me remettre en cause. D'accord ? S'il n'y a pas de bien, pourquoi je me remettrai en question ? Pourquoi est-ce que j'éprouverai la nécessité de changer et d'agir bien, en fait ? Donc l'autre me fait signe que je dois sortir des petites cases où je me suis rangé et où j'ai rangé le monde pour penser différemment. Et donc là, on est en présence de l'altérité. Et c'est cette même altérité qui finalement me fait saisir ma propre individualité. Oui, parce que quand on pense comme tout le monde pense, ou quand on pense avec la logique, avec l'ontologie et tout ça, on s'enferme dans des cases. Et le souci de ça, c'est qu'on devient interchangeable avec tout ce qui tombe dans ces mêmes cases-là. Si on se considère comme l'espèce humaine, comme on considère en fait l'espèce équilée, tout ce qui est, comme on considère le chevaux, on a l'impression que chaque membre est interchangeable avec les autres membres de sa même espèce. Donc lorsque l'autre nous invite à nous remettre en cause, on remet en cause aussi ces cases et on se rend compte finalement que nous sommes un être unique, qu'on est en fait une monade un peu séparée des autres. Nous prenons conscience de notre propre différence et altérité, et plus important encore, on prend conscience de notre unicité. En gros, on devient conscient qu'on est irremplaçable. Et donc du coup, le rapport entre un parent et son bébé, c'est un peu ça. Le parent se rend compte de sa responsabilité envers le bébé, que le bébé est unique au monde comme l'autre, et donc il y a un rapport d'amour entre le moi et l'autre. Dans ma séparation de l'autre, et Lévinas insiste sur ça, la séparation maintient une relation non réciproque, mais je suis quand même rattaché à l'autre, à l'être aimé. Comme il dit, l'autre amène un ordre avec lui. Ordre qui touche le moi dans son individualité des temps, encore enfermé dans le genre auquel il appartient selon l'être, étant encore interchangeable dans la communauté logique de l'extension du genre, mais déjà réveillé à son unicité d'irremplaçable, ordonné à l'unicité logiquement indiscernable de monade, à une unicité d'élu dans la responsabilité irrécusable qui est amour, en dehors de toute concupiscence, mais amour qui rattache à l'aimer, c'est-à-dire à l'unique au monde. Donc voilà, c'est une relation paradoxale, certes, puisqu'elle n'est pas réciproque, mais qui se base sur l'amour de cet être aimé, cet être unique au monde, mais ça on y reviendra, sur le côté paradoxal de cette relation. Mais quoi qu'il en soit, vu que c'est une relation avec un être absolu et unique, il ne peut pas y avoir de médiation entre lui et moi. S'il y a médiation, ça veut dire que on est tous les deux sur le même plan. Donc il n'y a plus de transcendance. On retombe dans le problème avec Heidegger. Et aussi, s'il y a médiation, on est si unique, on n'est pas si unique que ça finalement, en fait, s'il y a médiation. Pour que je sois unique, je dois être absolument séparé de l'autre. Entrer en contact avec lui veut dire qu'on passe d'une unicité à une autre unicité. S'il y a médiation, les unicités s'effondrent en une seule, en fait. On retombe dans un monisme, alors que Lévinas veut maintenir un pluralisme. Donc c'est pour ça que ce contact avec l'autre, pour maintenir cette pluralité entre les êtres, il doit se faire à travers une transcendance. Il ne peut se faire que si on quitte tout ce qu'on connaît, toutes les petites cases de notre connaissance, d'unicité à unicité, transcendance. En dehors de toute médiation, de toute motivation puisable dans une communauté générique, en dehors de toute parenté préalable et de toute synthèse a priori. Amour d'étranger à étranger, meilleur que la fraternité au sein de la fraternité même. Donc, ça ressemble un petit peu à l'épopée de Husserl. Le fait de suspendre son jugement, c'est sortir de toute communauté générique, de toute synthèse a priori, de tout biais, de tout préjugé, de tout savoir. Pour passer d'une unicité à une autre, on ne peut le faire, on peut pas faire ça par la médiation. Il n'y a rien, pas de représentation, pas de concept, pas de catégorie, rien qui peut me lier à autrui. Je suis donc obligé de faire un bond en avant sans savoir où je vais mettre les pieds en fait. C'est un peu un acte de foi. Et donc du coup, la seule chose qui me
qui peut me guider, c'est juste une xénophilie, un amour de l'étranger, une foi en une fraternité entre des étrangers. Donc bien évidemment, ça va contre le principe de survie. Hein. Le conatus, là, hein, il est en mode, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, tu vois? Vous pouvez pas comme ça faire confiance aux étrangers, voilà. Enfin, mais c'est ça qu'il faut faire selon Lévinas. C'est interrompre notre parcours habituel, hein, le parcours de la survie. Ce que nous voulons, c'est prolonger notre parcours dans l'être. On veut perdurer dans le même, on veut rester dans l'ontologie. On aime d'ailleurs cette idée que tous les êtres seraient connectés par une chaîne où chaque être a sa place et joue son rôle. Hein. On aime l'idée d'un ordre ontologique, ça rassure. Mais Lévinas, il veut briser ces chaînes-là. Il faut interrompre l'ontologie pour pouvoir faire de l'éthique, qui est la condition de l'ontologie de toute façon. Hein. Donc on est obligé de s'arrêter à un moment. Quand le prophète reçoit son appel de Dieu, bah, il est en train de faire, généralement, il est en train de faire de la charpenterie, ou il est en train de promener son troupeau, bah, quand il reçoit cet appel, il arrête, et il décroche le téléphone, quoi. Quand ton bébé pleure, bah, t'arrêtes ce que tu fais, et tu vas voir ce qu'il y a. Et donc ça, c'est des interruptions de l'ontologie. Ça interrompt ta persévérance dans l'être. Tu fais genre t'es occupé quand le téléphone sonne, mais non, en fait, il faut décrocher. Pour Lévinas, c'est ça la paix. La paix ne se trouve pas dans la saisie de l'ordre ontologique, mais dans son interruption. La société en paix est une fraternité d'étrangers qui maintient en fait leur unicité. Interruption absolue de l'ontologie, mais dans l'un pour l'autre de la sainteté, de la proximité, de la socialité, de la paix. Socialité utopique qui commande cependant toute l'humanité en nous et où les Grecs aperçurent l'éthique. On reviendra un peu plus tard à la pensée grecque, hein, mais voilà, l'éthique, en fait, en gros, c'est la base. Il faut persévérer l'unicité, préserver l'unicité de l'autre, et c'est la morale qui le permet. Donc la morale de Dieu, c'est précisément ça. Dieu arrive, souvent d'ailleurs lorsque les sociétés oublient la morale, hein, lorsqu'ils deviennent trop préoccupés par l'ontologie, plus par l'ontologie que l'éthique, hein, et donc l'éthique passe un peu sous la trappe. Donc ce qui appelle à la responsabilité envers autrui, c'est la parole de Dieu. Dieu donne des commandements, mais c'est des commandements dans la nudité, hein, des commandements dans la misère et la vulnérabilité de l'autre. Et donc du coup, c'est dans cette nudité qu'il ordonne la responsabilité au-delà de l'ontologie. Mais que les choses soient claires, il est vrai que Lévinas parle d'une remontée vers Dieu, mais il ne fait pas de théologie. Il insiste lui-même en disant que là, on n'est pas dans une théologie, ou sinon si on fait de la théologie, c'est pas de la théologie avec des spéculations sur les arrière-mondes, quoi, sur les mondes cachés. On fait pas de spéculation sur Dieu, quoi. En fait, l'autre, oui, c'est Dieu, mais le but, c'est pas de faire... c'est pas de nous faire devenir des théologiens, en fait. On reste philosophe quand même. Souvent, on dit que la théologie sert juste à décrire des mondes qui sont soit imaginés, soit inatteignables, et on oublie la dimension pratique dans le monde. Là, on s'amuse pas avec il y a combien de ciels dans le paradis, ou combien de cercles il y a en enfer, ou de choses comme ça. On ne parle pas d'un savoir qui transcende le savoir, genre t'as le savoir de la science qui parle du monde physique, mais après t'as le savoir des théologiens qui traitent des arrière-mondes. Non, ici en fait le savoir dont parle Lévinas, c'est pas un savoir. Ce qui transcende ce savoir, ce n'est pas un savoir. De toute façon, dans la parole de Dieu, tu ne peux rien savoir. Il s'agit en fait d'agir sans justement pouvoir se référer à un savoir. La rencontre avec le visage, la phénoménologie du visage, c'est juste une question de faire un choix entre accepter ou refuser ce visage comme un bébé en fait. Phénoménologie du visage, en fait, il dit phénoménologie du visage, remontée nécessaire à Dieu qui permettra de reconnaître ou de refuser la voix qui, dans les religions positives, parle aux enfants ou à l'enfance de chacun d'entre nous, déjà lecteur du livre et interprète de l'écriture. Donc voilà, l'enfant, il dit, il est déjà lecteur du livre et interprète de l'écriture. Le langage de la Bible est un langage conçu pour l'enfant, en fait. L'enfant réagit à son environnement sans connaissance et sans savoir, parce qu'en fait, pour l'enfant, le monde entier, c'est un peu la Bible. Il trouve partout l'altérité absolue. Hein, l'enfant est toujours proche du visage, et donc il est proche de Dieu, et c'est
c'est ça que Lévinas tente de nous faire comprendre. La phénoménologie la phénoménologie du visage, c'est expérimenter l'altérité comme un enfant, d'agir envers le monde avec l'innocence d'un enfant. Mais c'est quoi cette innocence? Cet enfant qui est déjà lecteur du livre, c'est quoi? Ben, déjà, il faut comprendre que là, Lévinas n'est pas en train de remettre en cause la phénoménologie parce que là, on a l'impression que Lévinas rejette aussi la phénoménologie. La phénoménologie, comme on a dit, c'est l'étude du phénomène, mais c'est surtout la description de l'objet de ma perception. Le phénomène que je décris, s'il dépend de ma perception, on est d'accord, hein, je décris quelque chose qui est lié à ma pensée, je décris le contenu d'une pensée, donc si mon rapport avec autrui est phénoménologique, et qu'autrui c'est l'infini, ben, dans ce cas, ce que je décris, c'est une perception de l'infini. L'enfant serait quelqu'un qui voit l'infini, mais si l'objet de ma pensée c'est l'infini, ben là on a un problème. Parce que si j'arrive à percevoir des pommes par exemple, si j'imagine une pomme dans ma pensée, ben le fait que j'arrive à voir une pomme comme contenu de ma pensée, c'est lié au fait que la pomme est un objet fini, et non pas un objet infini. Tout ce qui est objet de mon expérience phénoménologique doit être fini. Mais là, on nous dit que l'enfant, celui qui arrive à voir cette expérience phénoménologique particulière, bah, c'est une expérience de l'infini. Donc là, on est clairement en train de parler d'un contenu d'une pensée, d'un noème dans le langage philosophique, qui est plus grand que ce qui le contient, c'est-à-dire la pensée, ou une noèse dans le langage philosophique aussi. Donc là, il y a un problème. Il n'y a plus de correspondance entre le noème et la noèse. Or, la phénoménologie ne peut être possible que s'il y a un parallélisme entre ces deux-là. Ce qui est pensé doit être à la mesure de la pensée qui le pense. Ça aussi, en fait, c'est du Husserl. Hein. Et l'intuition dont on a parlé tout à l'heure, bah, elle dépend de ça. Alors, Lévinas, il n'aime pas ça parce que ça retombe dans la totalisation, mais faut peut-être lui dire, bah écoute mon bonhomme, c'est fâcheux, mais c'est comme ça, hein. L'autre ne peut pas être absolument autre, sinon on va à contre-courant de toute la science phénoménologique. Tu vois. Sauf que Lévinas va tenter de sauver son infini sans réfuter la phénoménologie husserlienne. Il dit « La recherche où s'engage totalité et infini ne consiste certes pas à mettre en question la phénoménologie de l'objet embrassé par sa science, de la présence se prêtant à sa saisie, de l'être reflété dans son idée, de se penser toujours à la mesure de sa pensée, corrélation et correspondance du rigoureux parallélisme néotico-néomatique de l'intentionnalité animant la conscience transcendantale dans l'admirable œuvre husserlienne. » Donc, une autre phrase de dingue pour dire ce qu'on vient de dire, hein, Lévinas ne veut pas remettre en question la phénoménologie de l'objet embrassé par sa science, hein. Sa science c'est la phénoménologie. Donc déjà la phénoménologie classique, où tu as un sujet qui forme des images de l'objet qui se manifeste, genre des pommes, la présence qui se prête à sa saisie, c'est l'objet, hein, la pomme qui se laisse saisir par la science qu'est la phénoménologie, l'être reflété dans son idée, c'est pour dire la pomme reflétée dans l'idée ou représentation de la pomme. Bref, Lévinas dit qu'il ne rejette pas l'intentionnalité, ce qui en philosophie ne veut pas dire l'intention. C'est pas le fait d'avoir une intention ici, mais le fait d'être un sujet pensant. L'intentionnalité, c'est le fait que je suis conscient de quelque chose. D'accord ? Donc, l'intentionnalité qui anime la conscience transcendante, c'est de dire en fait que le fait que mes pensées ont un objet fait que je suis un être conscient, un moi transcendantal. Et donc Lévinas, lui, ne remet pas en cause qu'on a une intentionnalité. D'ailleurs, il affirme qu'on ne peut avoir de conscience sans intentionnalité. Si on ne fait pas de théorie sur les choses, si on ne les représente pas, on n'a pas de conscience. Et pour avoir une relation avec autrui, pour qu'elle soit éthique, il faut être conscient. Citation, le théorétique, qui, dans toutes les formes de cette conscience, pensée selon le testament philosophique de Brentano, reste le fondement indispensable ou le mode privilégié de toute conscience, qu'elle soit affective, axiologique ou volitive.
Donc, Franz Brentano, c'est un autre philosophe connu dans la philosophie de l'esprit et de la phénoménologie. C'est un précurseur de la phénoménologie et lui, sa grosse contribution, c'est dans la philosophie de l'intentionnalité, justement. Mais bon, là, on n'a pas besoin d'en dire plus. Bref, Lévinas, en fait, remet en cause le fait de prendre cette intentionnalité comme point de départ. Pour lui, il y a quelque chose avant, quelque chose qui conditionne cette intentionnalité qui fait qu'elle est possible. Et cette autre chose, ben, c'est autrui. Et donc le rapport en fait de l'enfant avec l'autre, c'est qu'un enfant ici, c'est plus une métaphore qu'autre chose. Hein. Un enfant en fait est dans un rapport pré-intentionnalité, on va dire. Tout se manifeste à ses yeux comme altérité, comme différence. L'enfant est toujours en présence de Dieu, si tu veux. Et là, ben, l'enfant est en présence de quelque chose qui ne va pas correspondre à la pensée, qui va inonder la pensée. On a un noème qui n'est pas parallèle à sa noèse. Ce noème, ben, ça va être ce que Lévinas appelle l'idée de l'infini. Il s'agit donc d'arriver à une pensée qui est au-delà de ce parallèle entre le noème et la noèse. Et cette pensée, Lévinas nous dit, ben, Descartes l'a déjà trouvée. Il dit, dans sa troisième méditation de la première philosophie, Descartes reconnaîtrait une pensée, une noèse, qui n'était pas à la mesure de son noème, de son cogitatum. Cogitatum. Une idée qui donnait aux philosophes des éblouissements au lieu de se loger dans l'évidence de l'intuition. Penser, pensant plus ou pensant mieux qu'elle ne pensait selon la vérité, pensée qui répondait aussi avec adoration à l'infini dont elle était la pensée. Bon, alors là, il faut expliquer ce que Descartes raconte dans sa troisième méditation. Alors pour ceux qui l'ignorent, Descartes a écrit les célèbres méditations de première philosophie, où il développe son fameux « je pense, donc je suis ». Vous connaissez l'histoire, hein, Descartes cherche une connaissance qui ne peut pas être remise en question, donc il décide de douter de absolument tout et voir s'il y a une connaissance qui résisterait à ce doute radical. Et ça va être la première méditation, et dans la deuxième, ben, il trouve que le seul truc qu'il ne peut douter, c'est qu'il existe, hein, qu'il existe en tant que chose pensante. Donc le fait que je pense pour Descartes, c'est la preuve que j'existe, et ben, son existence, il ne peut pas en douter. Puis dans la troisième méditation, il se demande s'il n'y a pas autre chose qui résiste à son doute, et le deuxième point dont il ne peut douter, c'est l'existence de Dieu. Donc la troisième méditation, c'est en fait une preuve de l'existence de Dieu. Alors Dieu, la preuve, bon, la preuve elle n'est pas ouf, hein, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour expliquer en fait la pensée de Descartes pour expliquer celle de Lévinas. Donc Descartes donne un raisonnement qui consiste à prouver l'existence de Dieu en te montrant que quand il s'agit de Dieu, il y a une asymétrie entre noèse et noème. Cette asymétrie est nécessaire pour Descartes, elle doit en fait exister, et si on montre qu'elle existe, donc on démontre que Dieu existe. Donc il commence avec la notion d'intentionnalité et se demande si toute chose qui existe est intentionnelle, c'est-à-dire si elle a un objet. Donc rappelez-vous, intentionnalité a une autre signification en philosophie. Donc, qu'est-ce que dans le monde est intentionnel? Et Descartes dit, les idées sont toujours intentionnelles, on a toujours l'idée de quelque chose. L'idée, c'est une image mentale, c'est une pensée, une noèse, par exemple l'idée d'une pomme. Les idées ont toujours un objet, donc elles sont intentionnelles. Mais ce n'est pas tout qui est intentionnel. L'idée de la pomme, oui, elle est intentionnelle, mais la pomme en elle-même, elle n'a pas d'objet. Elle est son propre objet en fait. Et là donc Descartes va faire une distinction entre la substance et la modalité. Une substance, c'est une chose qui a des qualités ou des propriétés. Une pomme, c'est une substance, elle a un poids, une texture, un goût, une couleur, etc. Mais la modalité, c'est une modification contingente de la chose ou de la substance. La pomme peut apparaître comme rouge ou verte, elle peut être juteuse ou sec, etc. Et donc le truc important, c'est que la substance n'a pas besoin de modalité pour exister, alors que la modalité a besoin de la substance. Donc pour qu'il y ait du rouge, il faut une substance déjà. Les couleurs n'existent pas en elles-mêmes, c'est des choses qui ont des couleurs. Bon, là en fait les idées, c'est des modalités de la conscience ou de la pensée.
Donc, quand je pense à quelque chose, ben, il y a la pensée, et puis le contenu de la pensée, ben, c'est ces modes d'existence, quoi. Donc, l'idée de la pomme dépend déjà de la pomme, mais aussi de ma pensée. Il faut avoir une pensée pour qu'il y ait des idées, quoi. Comme il faut une pomme pour qu'il y ait du rouge ou du vert, quoi. Enfin, il faut un objet faut des objets pour qu'il y ait des couleurs, quoi. Puis, Descartes va faire une échelle de l'existence. Plus quelque chose se rapproche de la substance, plus elle est réelle. Plus elle est indépendante, plus sa réalité est forte, quoi. Donc déjà, la substance elle est plus réelle que la modalité. Mais là, il va dire qu'il y a deux substances sur son échelle. Il y a une substance infinie et une substance finie. L'infini, c'est le maximum de la réalité d'une substance, hein. Donc, sur son échelle, tout en haut, tu as la substance infinie. Au milieu, tu as la substance finie. Et puis, tout en dernier, tu as les modes. Okay, et bien sûr, ce qui est infini, bah ça va être Dieu. Ce qui est fini, bah ça va être les objets. Et puis, les modalités, ça va être les propriétés, mais aussi les idées. Donc, ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a que les idées qui ont un objet dans le sens intentionnel, hein. Les couleurs ont un objet, mais il n'y a pas d'intentionnalité ici, hein. C'est uniquement réservé à la conscience. L'intentionnalité, c'est aussi être conscient de l'objet de sa pensée. Une pomme n'a pas de conscience de sa couleur, quoi. Donc c'est important pour saisir la suite. Là, Descartes, en fait, va introduire deux notions de réalité. Réalité formelle et réalité objective. Les deux ont les mêmes degrés, hein, substance infinie, finie et mode, mais leur différence, c'est qu'il n'y a que les idées qui ont une réalité objective. Objective, ici, signifie qu'elles ont un objet, mais encore une fois, dans le sens d'intentionnalité. Donc l'idée d'une pomme a une réalité objective, mais la couleur d'une pomme, genre le rouge, n'en a pas. Tu vois, bien que l'idée d'une pomme et la couleur d'une pomme sont tous les deux des modalités, hein. Il n'y a que l'idée de la pomme qui a une réalité objective. Donc, seules les idées ont une réalité objective. Donc, si on prend quelques exemples, déjà la pomme, hein, voilà, prenons la pomme, dans la réalité formelle, on met dans substance finie, donc on met la pomme dans substance finie, donc au milieu. Comme c'est une substance, ben, elle n'a pas d'objet, hein, elle n'a pas d'intentionnalité non plus, donc elle n'a pas de réalité objective. Par contre, l'idée de pomme, c'est différent. Déjà, l'idée de la pomme, c'est un mode, donc c'est le minimum de l'existence. Mais comme c'est une idée, elle a une réalité objective. Et la réalité objective de toute idée, c'est la réalité formelle de son objet. Donc la réalité objective de l'idée de pomme, c'est la réalité formelle de la pomme. Donc c'est une substance finie. Pour savoir la réalité objective en fait d'une idée, vous prenez l'objet de cette idée et vous voyez où ça correspond dans la réalité formelle. Si vous prenez l'idée d'une couleur, donc l'idée du rouge, réalité formelle de cette idée, ben, déjà c'est un mode, puisque toutes les idées c'est des modes, et dans la réalité objective c'est un mode aussi, puisque la couleur rouge, dans la réalité formelle, est aussi un mode. Mais les choses se compliquent quand on arrive à Dieu. Donc réalité formelle de Dieu, ben, c'est une substance infinie, mais réalité objective, ben zéro. Dieu n'est pas une idée, donc il n'a pas de réalité objective. Mais qu'en est-il de l'idée de l'infini? Ou plutôt l'idée de Dieu. Tu vois, qu'en est-il de l'idée de Dieu? Alors, idée de Dieu, ben, réalité formelle, c'est un mode, mais réalité objective, ben, c'est une substance infinie. Et c'est là que ça devient bizarre. Et c'est là que Descartes dit qu'il tient sa preuve. Pour Descartes, pour que quelque chose cause une autre, donc pour qu'une cause produise un effet, il faut que soit la cause soit supérieure dans l'échelle de l'existence que son effet, ou alors que les deux sont sur le même niveau. Une pomme cause sa couleur, mais la couleur ne peut pas causer la pomme. Et c'est toujours une substance en fait qui cause le mode, la modalité, et jamais l'inverse. Donc substance au-dessus du mode, donc substance cause le mode. Pareil pour les substances entre elles. Les humains sont des substances finies et nous causons d'autres substances, des tables, des chaises, etc. Mais toutes ces substances sont aussi finies.
vous n'allez pas trouver en fait une substance finie qui va causer des substances infinies. Si les substances infinies existent, ben c'est qu'elles causent le reste. Mais là, dit Descartes, j'ai une idée de Dieu. Dieu est infini. Donc avoir une idée de Dieu signifie avoir l'idée de quelque chose d'infini, d'une substance infinie. Et ça pour lui signifie que cette substance infinie doit exister. Si j'en ai l'idée, elle doit exister. Pourquoi? Bah parce que selon Descartes, si la substance infinie n'existe pas, je ne pourrais pas me l'imaginer ou me la représenter. Je ne peux pas former l'idée de l'infini si l'infini n'existe pas. Il dit que le niveau d'une réalité formelle d'une cause doit être supérieur au niveau de la réalité objective de son effet. Je suis par exemple la cause de mon idée de pomme. D'accord? C'est mon esprit qui a formé cette idée, cette représentation de la pomme. Je suis la cause de cette idée. Et c'est possible puisque je suis une substance et mon idée est un mode. Je suis au-dessus de l'idée sur l'échelle, donc je peux la produire. Et la réalité objective de cette idée figure à mon niveau aussi. La pomme est dans mon niveau de substance finie. Donc là, j'ai produit quelque chose dont la réalité objective correspond à mon niveau de réalité formelle, mais on a dit tout à l'heure qu'on ne peut pas causer quelque chose dont la réalité objective ou formelle est supérieure à mon niveau. Si Y a plus de réalité objective que X n'a de réalité formelle, alors X ne peut pas causer Y. Or, avoir l'idée de l'infini signifie que j'ai produit quelque chose qui a plus de réalité objective que moi j'ai de réalité formelle. Et ça, normalement, c'est pas possible. Mais j'ai cette idée de Dieu. Il y a un noème dans ma noèse qui est plus grand que ma réalité formelle. Donc là, c'est une asymétrie entre le noème et le noèse. Quelque chose comme ça ne peut pas être produite par une substance finie, selon Descartes. Le seul moyen pour que ça soit vrai, c'est de dire je ne suis pas la cause de mon idée de Dieu. Cette idée, en fait, il doit y avoir autre chose qui a plus de réalité formelle que moi, qui me l'a foutu dans la tête. Il n'y a que Dieu qui peut me mettre dans la tête l'idée de Dieu. Donc, comme j'ai cette idée de Dieu, Dieu doit exister. C'est ça, en fait, l'argument de Descartes. Et Lévinas va reprendre cet argument pour parler d'autrui. Autrui, c'est cet infini qui vient nous mettre en fait son idée en tête. L'idée d'autrui casse en fait le parallélisme néotico-néomatique. On a en fait une noèse, donc une idée, qui n'est pas à la mesure de son noème. Donc cette idée de l'infini, comme dit Lévinas, n'est pas une évidence de l'intuition. On n'a pas l'idée de Dieu par intuition, puisque l'intuition, c'est l'intentionnalité. Ce que je peux connaître par intuition, ce qui me semble évident, c'est des choses sur le même plan que moi, sur le même niveau, ou sur un niveau inférieur par rapport au mien. Donc là, on est au-delà de l'évidence de l'intuition, on a transcendé notre propre niveau. Donc si autrui plutôt n'existe pas, on ne peut pas avoir l'idée d'autrui. Et donc l'éthique serait impossible selon Lévinas. Et si l'éthique est impossible, alors même l'ontologie serait impossible aussi. Donc la philosophie première, celle qui justement permettra la philosophie et toute phénoménologie, c'est l'éthique, c'est notre rapport avec autrui. Et c'est avec autrui que tout commence. C'est avec lui que la philosophie est même possible. L'ontologie chez Heidegger, par exemple, était la première question philosophique, ainsi que le parallélisme néotico-néomatique de Husserl. Et ça, ils ne sont pas les premières questions, elles ne sont possibles que si l'infini existe, si nous avons cette idée en tête, si nous avons cette idée de l'infini qui reste inexplicable, inexplicable bien sûr, hein. Ce n'est qu'avec cette idée de l'infini qui est inexplicable que tout le reste peut commencer, que l'ontologie peut commencer, que la relation entre la noèse et le noème peut commencer. D'accord? Il faut qu'il y ait cette idée de l'infini qui cause une asymétrie entre noèse et noème pour que le parallélisme noème-noèse soit possible. Et donc du coup on arrive à la dernière question, c'est quoi la philosophie? Et donc du coup, Lévinas, il insiste que ce qui fait la philosophie, c'est l'étonnement. Mais l'étonnement n'est possible que si nous prenons conscience de l'infini.
qu'il y a toujours, en fait, et aura toujours quelque chose d'inexplicable. Voilà, la découverte de Descartes, se saisir de l'idée de Dieu, ben, c'est s'étonner, parce que c'est une idée qui défie l'entendement, en fait. Mais, et en fait, de là, Lévinas affirme que la seule attitude possible envers l'autre, ben, ça ne peut être que l'adoration et l'amour. Finalement, c'est ça la philosophie selon Lévinas, hein, c'est l'amour et l'adoration de l'autre. La philosophie, hein, on rappelle, c'est l'amour de la sagesse, hein, philia, amour, sophia, sagesse, mais on a souvent compris la sagesse comme la connaissance. Amour de la sagesse, c'était amour de la connaissance, de la saisie des objets par la pensée. Mais pour Lévinas, la sagesse chez les Grecs, c'était en fait l'amour du prochain. C'était en fait l'amour de l'autre. Philosopher, c'est donc aimer l'amour d'autrui, en fait. Comme il dit, Lévinas se demandait finalement si, par amour de la sagesse, on voulait dire amour du savoir, de la certitude, de la connaissance, ou, citation, ou si cette sagesse aimée et attendue des philosophes n'était pas par-delà la sagesse du connaître, la sagesse de l'amour, ou la sagesse en guise d'amour. Philosophie comme amour de l'amour, sagesse qu'enseigne le visage de l'autre homme. Donc voilà ce qu'est la philosophie pour Lévinas, c'est l'amour de l'autre homme. Ceci est la condition ultime pour tout savoir et pour toute vérité. Un homme pour Lévinas qui ne serait pas en contact avec autrui, ben, il ne peut rien faire en fait. Son savoir serait très très loin de la vérité. Ainsi, si la philosophie se contente uniquement de dévoiler les essences, ben là, pour le coup, elle serait vraiment comme Adimante l'a décrit au livre 6 de la République de Platon. D'ailleurs, Lévinas mentionne un passage de cet ouvrage de Platon quand il parle de la sagesse en philosophie en tant qu'amour de l'amour. Il dit n'a-t-il pas été annoncé par le bien d'au-delà de l'essence et l'au-dessus des idées du livre 6 de la République de Platon? Bien par rapport auquel apparaît l'être lui-même, bien dans l'être tient l'éclairage de sa manifestation et sa force ontologique, bien en vue duquel toute âme fait ce qu'elle fait. Donc, la République, comme vous le savez, c'est le dialogue le plus connu de Platon, et dedans, Socrate dialogue avec plusieurs interlocuteurs pour les convaincre de quoi ressemblerait en fait la cité idéale. Et au livre 6, il commence à dialoguer avec Glaucon, et puis à un moment, il y a Adimante qui intervient dans la discussion. Et la discussion entre Socrate et Adimante tourne autour de l'utilité de la philosophie. Adimante, il dit que c'est bien que les philosophes cherchent la vérité, mais ça c'est en théorie, parce que quand on voit les philosophes, Adimante dit que soit la philosophie les a rendus pires, genre elle en a fait des marginaux presque sociopathes, enfin bref, elle les a rendus cinglés, ou bien si la philosophie les a transformés pour le mieux, bah, ils restent quand même inutiles à la cité. C'est-à-dire que le savoir philosophique, si il a fait du bien aux philosophes, Adimante il dit ben, j'en vois pas l'utilité pour la cité, les philosophes restent inutiles pour la cité. Et là en gros Socrate répond que c'est parce que notre cité actuelle, Athènes actuelle, ben, on n'a rien à foutre de la philosophie, genre c'est comme si vous avez un département de recherche mais tout le monde a plein de préjugés négatifs dessus et donc forcément c'est un département qui va pas être financé, donc forcément il va pas produire grand chose. Mais pourquoi est-ce que la philosophie serait un département sous-financé? Bah, Socrate il dit parce que les gens n'ont rien à foutre du bien. La plupart des gens, selon Socrate, préfèrent se distraire avec du plaisir, avec le théâtre, avec des spectacles, avec des jeux, etc. Ils préfèrent écouter des poètes qui, pour Socrate, voulaient dire des gens qui racontent n'importe quoi sur les dieux. Bref, c'est des gens qui n'ont rien à foutre du bien-être de leur âme. Donc même lorsque plusieurs tentent de faire de la philosophie, s'ils sont entourés par des gens qui pensent que par leur plaisir et par leur confort, donc ils pensent qu'à partir d'eux-mêmes, jamais à partir du bien, bah on va avoir des sophistes finalement, des gens qui se disent philosophes, mais en gros qui font n'importe quoi. Soit en fait on va avoir des cas sociaux, ou alors des cas qui sont inutiles, quoi. Donc pour commencer la philosophie, Socrate insiste qu'il faut d'abord vouloir le bien. Le bien, c'est ça en fait notre boussole dans la philo. Quand tu cherches la vérité, il faut commencer par le bien. Et ça tombe bien pour Socrate, nous naissons avec l'idée du bien déjà en nous. Donc comme chez Descartes avec l'idée de Dieu, ben pour Socrate, l'idée du bien est déjà là en nous. Notre âme, en fait, tend naturellement vers elle. La nature des hommes, selon Socrate, c'est de tendre vers le bien, parce que l'idée du bien, ben, elle est inscrite dans l'âme.
Donc, c'est avec ça qu'il faut commencer, à aller chercher à dévoiler les essences, à comprendre les êtres, des étangs, faire de l'anthologie, etc. Ça ne sert à rien si on ne commence pas avec le bien, si on ne commence pas par l'éthique. Même les idées et les essences chez Platon, hein, vous vous rappelez, Platon il dit que la réalité du monde, c'est des idées justement, et ben là en fait le bien est en fait au-delà de ces idées, il est le soleil qui éclaire les essences pour que nous puissions les saisir. Donc, voilà, la philosophie, ça commence avec l'éthique, et on verra que l'éthique en philosophie, c'est pas faire des théories morales, genre utilitarisme ou déontologie, non, c'est en fait faire de la métaphysique. Et voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, voilà, enfin ça c'était pour la première préface de 1987. La semaine prochaine, on va entamer la préface de 1961, donc la première préface du livre, et qui sert aussi d'introduction au livre, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas d'introduction dans Totalité Infinie, il y a juste la préface de 61, et juste après, ça va dans la première section du livre. Donc voilà, donc on va faire ça la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez trouvé ça... Que cette vidéo a rendu la lecture du livre un petit peu plus facile. N'hésitez pas à me soutenir sur Bakshish si vous êtes tunisien ou si vous êtes dans un pays africain. En ce qui concerne Patreon et Tipeee, voilà, j'ai encore rien fait, donc voilà, mais vous pouvez quand même soutenir en vous abonnant, sonner la cloche avec un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour lire la préface.